4 minutes. Même 40 minutes. Que ce soit 40 minutes. C'est bon? C'est parti. Donc bonjour et bienvenue à notre présentation sur les tests pourquoi et comment. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se présenter. Donc moi je m'appelle Axel, je suis développeur Python et Java, en particulier Python en ce moment. Je travaille pour Valtech en mission chez Mappy. Donc bonjour, moi c'est Xavier, je suis aussi en mission chez Mappy et salarié Valtech. J'ai une mission d'analyse fonctionnelle, on va dire, en gros pour ceux qui font du Scrum dans l'équipe PO, mais je suis intégré dans l'équipe qui va gérer les services pour le site. Bonjour à tous et à tous. Donc, me concernant, je m'appelle Grégory Paul, je suis développeur web et comme mes collègues, en fait, je travaille chez Mappy via Valtech. Donc, Mappy, en fait, propose différents produits numériques. L'un d'entre eux est le site web, qui est sûrement le produit le plus connu. Donc, voici à quoi il ressemble. Donc, me concernant, je travaille sur cette application web riche. Concernant Xavier, lui, travaille dans le service des POI, ou points d'intérêt. On voit d'ailleurs une liste ici de points d'intérêt. Et quant à Axel, lui, il travaille sur la génération des données, et notamment toute la génération des cartes, avec les reliefs, etc. Donc, comme vous pouvez le voir, on travaille dans des technologies assez différentes, des langages différents, du Java, du Python, du JavaScript. On a également un peu d'autres métiers, puisqu'il y a un site web, des API REST, ou alors des applications de back-office et de génération de données. Et en fait, on est tous les trois très attachés aux tests automatisés. Et en fait, c'est ces différentes approches que nous avons souhaité mettre en commun et vous faire un retour d'expérience. Donc, dans cette présentation, il y aura 5 grandes parties. La première, tout d'abord, l'introduction où Axel nous balayera quelques idées reçues. La seconde, où Xavier nous présentera le pourquoi, quel est l'intérêt de mettre en place des tests automatisés. Dans la troisième partie, le comment, c'est vraiment le cœur de la présentation. Donc là, on mettra nos bonnes pratiques à contribution et on vous les présentera. Enfin, nous conclurons et nous aurons quelques minutes pour vos questions. Donc les tests pourquoi et comment. On a voulu faire cette présentation, on s'est beaucoup posé de questions sur la forme qu'on allait prendre. On a choisi de faire plutôt un retour d'expérience de ce qui s'est passé chez Mappy et de montrer à partir de ça des bonnes pratiques, que ce soit humaines, organisationnelles ou techniques. Et donc on va partir du plus haut niveau, le plus organisationnel, pour aller vers le plus technique et voir toutes les best practices qu'on a fait ressortir. Alors souvent quand on parle des tests, on entend des idées reçues, des phrases toutes faites qui reviennent assez souvent. On a pu en entendre chez Mappy ou sur d'autres missions. Vous avez sûrement déjà entendu une de ceux-là. Je ne vais pas vous les relire. Je vais faire un petit sondage dans la salle. Est-ce qu'il y en a qui font du TDD quotidiennement, qui testent systématiquement leurs applications? On va voir à peu près la proportion. Un petit tiers de la salle, d'accord. Donc nous, chez Mappy, on était dans un contexte très particulier. On a eu une fusion d'entreprises il y a un peu plus d'1 an. Il y avait Lab, Urban Dive qui faisait tester des nouvelles méthodologies, des nouvelles technos pour les différents services. Ça a été refusionné et donc cette année, ça a été une année de changement de process, de changement de fusion de produits et de beaucoup de refactoring, de tests, de mise en place de tests. On a mis en place de l'intégration continue sur tous les produits, ce qui nous a poussé à plus tester pour avoir plus de feedback. Et on a aussi beaucoup nettoyé les produits. Et donc c'est ce retour d'expérience qu'on va mettre en avant pour vous montrer un peu nos best practices, ce qu'on peut en ressortir. Ok, donc pourquoi tester? C'est la grande question que tout le monde se pose à chaque fois. En faisant cette presse, on a fait ressortir 3 axes majeurs. Donc, dans un premier temps, tester, ça va vous servir à définir votre produit. Ça va spécifier efficacement votre produit. Vous allez me dire, on a des specs fonctionnels. Par rapport aux specs fonctionnels qui sont des documents statiques qui ont un cycle de vie parallèle au code, les tests vont pouvoir être confrontés à tout moment à votre code et à votre produit. Et vous pourrez savoir à tout moment si vos tests sont rouges parce qu'ils sont plus à jour ou si effectivement il y a un bug dans votre produit. De la même façon, j'assimile aussi les commentaires dans de la documentation de spécification statique qui a un cycle de vie parallèle au code. La chose qui va spécifier le mieux votre produit, c'est le code, parce que c'est ça qui dit exactement ce que fait votre produit. Là où les tests sont intéressants, c'est qu'ils seront plus lisibles. Ils s'attachent aux besoins de votre produit et non pas à des algos qui peuvent être complexes et difficiles à lire dans du code. Donc ils seront plus lisibles. Les tests, ils vont définir ce qu'on appelle, et ils vont représenter ce qu'on appelle le done, la definition of done. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le done, c'est à quel moment j'ai fini mon travail. Donc en général, ce qu'on dit, c'est que vous avez fini votre travail quand tous ces tests-là passent. C'est-à-dire tous les comportements qu'on a définis sont fonctionnels. En gros,
quand tous vos tests sont verts, on va savoir exactement tout ce que fait le produit et ça va permettre de spécifier tout ce que sait faire mon produit. Et en rouge, c'est tout ce que mon produit devrait savoir faire. Un second axe, c'est le plus connu. En fait, les tests, ils vont vous servir à valider que ce que vous avez codé fonctionne. Donc en gros, vous allez reprendre les mêmes tests qu'ont défini votre produit et vous allez les confronter à votre code développé. Et là, vous allez pouvoir vérifier et valider votre done, que vous êtes bien arrivé au bout de vos devs. Donc une fois que tous vos tests sont verts, ça veut dire que votre code est done et vous pouvez passer à autre chose. Les tests rouges sont intéressants aussi parce qu'ils vous donnent un feedback sur votre produit. Ça vous dit exactement où est-ce qu'en est votre produit par rapport à ce que vous avez défini. Et ils vont aussi vous permettre de décider si oui ou non votre produit, vous pouvez le passer en prod en fonction des tests qui sont rouges ou pas. Dans un troisième temps, une fois que vous avez déployé votre produit, ces mêmes tests vont vous permettre de détecter des problèmes. Donc vous allez repasser vos tests en continu. Et là, vous allez pouvoir détecter des problèmes, donc soit des choses que vous n'avez pas prévues, soit des nouveaux codes qui ont cassé des choses, ce qu'on appelle les régressions. Et dès que quelque chose dans vos tests sont rouges, c'est que quelque chose a fait casser votre produit. De la même façon, détecter, ça va aussi être fait par les utilisateurs finaux en général, qui ont trouvé des scénarios auxquels vous n'avez pas pensé. Ça va vous faire des nouveaux bugs. Il faut penser à en faire des nouveaux tests qui vont spécifier à nouveau votre produit. Et donc là, vous en rentrez dans un cercle vertueux. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, cela passe tout d'abord par l'implication de votre équipe. Et en premier lieu, il convient de définir une stratégie de test, une ligne directrice en fait. Donc, l'idée est de se réunir et de se mettre d'accord tout d'abord sur les frameworks qu'on va utiliser, mais pas seulement, également comment est-ce qu'on va s'y prendre. Est-ce qu'on va privilégier les tests unitaires s'il y a des membres de l'équipe qui sont... si les personnes sont très accro à TDD, etc. Si on va faire des tests d'intégration, si les tests d'intégration vont être tirés par les tests d'acceptance du product owner, par exemple, ou alors si vous allez faire des tests d'interface, dans quelle mesure, quelle limite. Donc tout ça, ça va dépendre de votre contexte, mais il est important de le partager au sein de votre équipe, que ça soit assez clair. Un autre point également, c'est la motivation et l'envie des membres de votre équipe de participer à cet effort de test automatisé. Donc, chez Mappy, par exemple, nous avons mis en place 2 types de réunions. La première sont les revues de code, ou coding review. Là, l'idée, c'est de se réunir, de montrer du code de l'application que vous développez et de travailler ensemble dessus. Par exemple, mettre en place des tests ensemble si c'est pas évident. Enfin bon, bref, il faut qu'on monte en compétence ensemble sur cette technique pour justement partager ces principes. L'autre type de réunion qu'on a mis en place également sont les coding dojo. Donc là, on part plutôt d'une feuille complètement blanche et l'idée c'est de résoudre un problème assez simple comme par exemple une suite de Fibonacci ou un calcul de nombres premiers. L'idée c'est pas tant d'obtenir le meilleur algorithme au final, l'idée c'est surtout de respecter les principes qu'on s'est fixés. Donc en général, nous on a utilisé ça pour monter en compétence sur le pair programming par exemple, ou alors pour s'améliorer en TDD, Test Driven Development, ou en ATDD, Acceptance Test Driven Development. Enfin, un autre point, c'est que vous pouvez également faire un jeu, les tests. Là par exemple, c'est le petit icône là, c'est le Score Game, donc c'est un plugin qui s'installe sous Jenkins, qui va vous lister les différents membres qui committent sur votre projet, et vous allez gagner ou perdre des points en fonction que si vous rendez le build souvent vert, si vous le cassez, etc. Donc ça fait un petit esprit de compétition, c'est rigolo. Un autre point, Romain Maton en a parlé un peu plus en détail hier, il existe 3 plugins, Perero, TDGochi et Pulse ici, qui s'installent sous Eclipse, et le premier va vous permettre de faire du pair programming avec une personne, vous allez gagner des points à chaque cycle, etc. Et les 2 autres s'utilisent tout seuls pour s'améliorer en TDD. Donc pareil, ça rend l'expérience un peu plus ludique, et c'est intéressant. Enfin, on va également vous parler de ce qu'on retrouve souvent dans la littérature, c'est No Broken Window ou Stop the Line, donc pas de fenêtre cassée ou arrêtons la chaîne. Là, l'idée, c'est de définir avec votre équipe une stratégie face au build rouge. Donc, par exemple, chez Mappy, quand un build est rouge, on ne va pas committer de nouveaux codes. Les seuls commits qui sont autorisés, c'est ceux qui ont pour but de réparer le build. Ça, c'est important, étant donné qu'on déploie en continu en environnement de développement. En fait, c'est important d'avoir un build toujours rouge et s'y atteler le plus vite possible. Chez Mappy également, on a mis en place ce qu'on appelle un binôme de maintenance. Donc chaque semaine ou à chaque itération en fonction des équipes, ce sont 2 personnes qui sont responsables entre guillemets du build. Et s'ils cassent, ce sont eux tout d'abord qui vont investiguer.
Si c'est un membre de l'équipe qui a cassé un test, etc., ils ne vont pas hésiter à renvoyer la patate chaude à cette personne-là. Si par contre le build casse pour d'autres raisons, un service qui n'honore plus son contrat, ou alors un problème technique d'espace disque ou autre, ce sont eux qui vont être responsables de maintenir la plateforme à flot. Donc une fois que vous aurez une équipe bien motivée pour tester, il faut quand même un minimum d'expérience. Donc il ne faut pas hésiter à former les équipes sur les tests. C'est quelque chose qu'on oublie un peu parfois chez les développeurs. Une équipe qui a pas mal d'expérience va savoir prioriser. C'est assez important pour donner du retour sur investissement pour votre produit. Il faut qu'ils sachent prioriser quels tests ils vont faire. Donc chez Mappy, nous, on avait des petits soucis dans notre équipe. On avait beaucoup de remontées de nos clients web ou mobiles qui nous disaient qu'on avait des problèmes avec notre API. Donc on a en fait blindé. On avait beaucoup de tests unitaires parce que les développeurs testaient en TDD. Donc tout était testé à fond. Seulement au final, on avait encore des problèmes de contrat ou de données. Donc on a rajouté une couche de test service qui est très intéressante quand vous avez une API. Donc on a utilisé REST Assured, qui est une lib Java, qui nous permet de valider que notre contrat d'API est toujours OK et que donc nos clients ne vont pas être étonnés s'il y a quelque chose qui change. En termes de UI, dans notre équipe en niveau service, on n'en a pas, donc on reporte ça aux clients web et mobile, mais en tout cas, eux, ils sont assurés que les services fonctionnent à 100% et du coup, ils n'ont pas besoin de retester toute la couche en dessous de nos données. La deuxième priorisation qu'il faut savoir faire, c'est la priorisation que j'appelle horizontale, c'est-à-dire en termes de fonctionnel. Savoir quel est le chemin critique de votre application, quelles sont les fonctionnalités qu'il faut absolument tester à 100%. Donc pour ça, il y a des outils qui sont utilisés, parfois surutilisés, comme le YAGNI, You Ain't Gonna Need It, c'est-à-dire vous n'allez pas en avoir besoin. On ne va pas tester des choses que les utilisateurs ne vont pas utiliser et même on ne va pas les coder. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent remonté par l'équipe. Pareil, c'est quelque chose où il faut avoir de l'expérience pour pouvoir démontrer qu'on n'en a pas besoin. Il y a aussi le 20-80, 20% du produit fait 20% du code fait 80% des fonctionnalités utiles. Et des choses comme le Moscow qui vous permettent de définir ce qui est du must, du should, du could ou du would. C'est-à-dire du must-have obligatoire jusqu'au nice-to-have, vraiment des choses qui ne serviront pas beaucoup. Même si elle s'est priorisée, il faut aussi savoir un peu explorer en test. C'est là que l'humain rentre un peu en ligne de compte. Savoir sortir du chemin critique, aller chercher d'autres choses, savoir anticiper. Donc, dès qu'il y a des refactos un peu coûteux, on n'hésite pas à faire des petites réunions entre équipes pour revoir si on a bien tout vu. Je parle d'expérience, mais c'est pas que l'expérience d'une personne, c'est aussi l'expérience de l'équipe en elle-même, savoir remettre en question ses collaborateurs, avoir cette confiance-là, et ça passe aussi par l'expérience. En test, quelque chose d'important, c'est éviter les redondances pour éviter de retester plusieurs fois la même chose, en étant sûr que c'est plusieurs fois la même chose. Donc, nous, on a des batchs qui intègrent de la donnée. Donc on va juste tester en entrée qu'on a de la donnée, en sortie qu'on a bien ce qu'on veut sur quelques cas du chemin critique. Et par contre, on ne va pas à chaque fois retester toutes les briques intérieures. Donc c'est le principe de boîte noire qui est assez connu en test. Mais il faut savoir le faire et savoir le valoriser. Une équipe qui sera, tu m'as dit, expérimentée et motivée, pardon. C'est très important, mais encore faut-il qu'elle donne de la visibilité aux autres équipes. Donc pour ça, on a aussi mis en place l'intégration continue. L'intérêt de l'intégration continue, c'est de pouvoir tester le produit au plus tôt. Donc ce qui a été fait, c'est de redescendre toute la plateforme de prod sur la plateforme de développement. Et tout le monde, en fait, quand il fait un push sur Git, déploie en continu les différents produits, que ce soit la couche des cartos, des services ou du web, du mobile. Et donc ça donne beaucoup de visibilité à tout le monde et même principalement aux métiers qui peuvent aller utiliser l'outil. Ça vous permet d'intégrer avec les autres produits et le fail fast, c'est-à-dire que vous voyez tout de suite s'il y a quelque chose qui ne va pas avec les autres. Le produit devient accessible à tout le monde, mais il faut aussi que les tests soient accessibles à tout le monde. Pour ça, on utilise Jenkins, qui va faire passer des tests en continu sur nos plateformes d'intégration, avec, c'est assez standard, mais avec des écrans qui va nous afficher les builds rouges ou verts à tout le monde dans les couloirs.
Et donc, dès que vous passez à côté d'une équipe, vous pouvez savoir si ils ont des problèmes en ce moment ou pas. Ça évite d'aller poser des questions quand les gars sont en train de réparer les problèmes. Vous le voyez tout de suite. Il y a aussi accès à tous les rapports de test dans Jenkins qui sont accessibles. Donc ça passera aussi par la lisibilité de vos tests, mais il faut au moins qu'ils soient accessibles. Et des notifications systématiques, donc par défaut c'est par mail sur Jenkins, mais on a aussi ajouté par messagerie instantanée. Moi je préfère parce que ça évite de polluer la boîte mail, et au moins une fois qu'on est sur la messagerie, on peut déjà commencer à en discuter avec un peu tout le monde. Le point le plus compliqué en tant que responsable métier dans une équipe de développeurs, c'est le partage de cette information du test. Une des critiques que je peux faire souvent aux développeurs, c'est que c'est bien de faire du TDD, d'avoir des tests automatisés, c'est très bien, mais si c'est le développeur qui les a écrits dans son coin, il n'y a aucune raison que ça représente mon besoin. Donc le but, c'est que tout le monde soit en accord sur tous les tests que vous allez automatiser et être sûr que vous êtes d'accord. Donc ça passe par du partage, de la communication. Chez nous, on a, moi qui suis métier, intégré complètement à l'équipe. Donc je participe à leurs itérations et je suis présent pour répondre à toutes leurs questions et les aider parfois avec mon background un peu codeur, à les aider parfois à écrire des tests automatisés et à aller un peu plus loin que juste quelqu'un du métier. Donc je vais juste vous faire une petite démo rapide d'un outil. On a parlé humain, on va parler un petit peu outil. D'un outil qui va permettre cette cohésion d'équipe. Donc d'abord, je vais vous présenter une petite appli web qu'on va utiliser pour tester tout au long de cette presse. Donc c'est une appli où on peut choisir des sessions. Donc là, il a choisi la session test. Il y a des gens qui ont participé à cette session. Et si on en choisit un, donc on a son nom et il peut dire s'il a aimé ou pas. Donc c'est tout simple, c'est en Angular JS. C'est pas grand-chose. Donc pour tester ça, il y a plusieurs moyens. On va vous montrer plusieurs outils. Fitness, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Fitness? Ok, un petit peu. Donc Fitness, c'est un outil dont le but est justement de rapprocher les gens du métier des gens du dev. Ça va se présenter sous la forme d'un wiki. Merci. Un wiki qui va pouvoir être modifiable par n'importe qui en français. Donc là, on peut lire des choses comme ouvrir la page localhost 888, renseigner test dans le champ session, attendre le tableau, check, qui est un mot-clé en anglais, le nombre de lignes est 29, fermer le navigateur. Donc je vais lancer le test parce que ça peut prendre un peu de temps. En fait, ce qui se passe derrière, voilà, le wiki fitness va être associé à du code en Java. Là, on a mis un petit Selenium, un peu de code Selenium pour aller tripoter la page HTML qu'on a vue. Et donc il va directement, quand on appuie sur test depuis le wiki, aller déclencher du Java qui va aller confronter le produit qui est délivré et vérifier avec des asserts. Là on voit que si je vérifie que c'est 29, il me dit que c'est bon. Si je vérifie que c'est 30, il me dit bah non, c'est pas 30, c'est 29. Je vous ai mis les deux cas pour être sûr que ça marche. Donc voilà, ça c'est ce qui peut aider, si le workflow est partagé, le métier à partager ses tests et à les confronter au produit de façon directe. Alors, une fois que vous avez mis en place toute la structure, l'organisation humaine entre vos équipes métiers, vos équipes de dev, moi je suis plus dev, je suis vraiment développeur back-office. Ce qui est important, c'est au sein d'une équipe de dev, être capable de partager les tests. Donc c'est se dire que c'est pas forcément vous qui allez repasser sur les mêmes tests, et donc il faut qu'ils soient lisibles. Ça c'est le premier point. On a eu des tests sur des produits legacy où les tests étaient plus compliqués que le code, et donc on passait plus de temps à comprendre ce qu'on testait qu'à comprendre le code, et donc on était obligé de refaire les tests à partir du code, alors que ça devrait être l'inverse. Le test devrait spécifier ce que fait le code. Donc pour ça, on a mis en place des pratiques toutes simples. Donc la première, c'est le given when then. Toujours exprimer un test sous la forme de état initial, le given, le déclencheur ou l'action du test, le when, et l'état attendu, l'état final, le then. Donc ça permet de relire assez facilement les tests de tout le monde parce qu'on a toujours la même aération et la même articulation. Hier, en speaker room, il y a
quelqu'un qui m'a présenté des tests en F#. Bon, je ne suis pas du tout F#, mais ils s'étaient fait leur propre framework de tests. Et les mots-clés, les méthodes qu'ils appelaient, c'était explicitement given, when, et c'était expect à la place de then. Mais c'était le même principe. Et c'est vrai que les tests, moi qui ne fais pas de F#, j'ai pu les relire très facilement. Donc ça, c'est une pratique qu'on a mis en place chez Mappy, au moins sur l'équipe data. Et ça marche bien, ça nous permet d'avoir des tests qui sont clairs et ça permet à n'importe quel développeur de pouvoir repasser derrière. Après, voilà, j'ai commencé par l'intérieur du code, mais souvent quand vous allez lire un test, la première chose que vous allez lire, c'est l'entête. L'entête du test, ça va être souvent, avec le framework, ça va être le nom de la méthode. Il y a des frameworks qui permettent de spécifier explicitement une phrase. Par exemple, Jasmine, vous allez pouvoir mettre it et une intention de test. D'autres qui vont vous permettre de mettre un commentaire. Mais souvent, la méthode est la première chose qu'on lit et elle devrait se suffire à elle-même. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir masquer le test, lire juste la méthode et savoir ce qu'on va tester. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un nom long, utiliser des underscores plutôt que du camel case pour comprendre l'intention de test. Ça va vous permettre déjà de relire plus facilement le given when then qui va arriver après. Bon, il y a le given when then, ça vous permet de structurer un petit peu votre test. Après, en repassant toujours sur des tests qui étaient déjà existants, on avait des fois du mal à comprendre l'intention du test, qu'est-ce qui se passait derrière, en fait, le déroulement du test. Dans un test, il faut être explicite. Vous déclarez vos variables, vous expliquez que si vous attendez une exception, soit vous mettez la notation j'attends une attention, une exception, autant pour moi, soit vous faites un try, catch avec un fail. Mais soyez explicite, il faut que la personne n'ait pas la connaissance du code applicatif pour comprendre comment le test doit échouer ou passer. Il faut que le test soit explicite. Il faut vraiment que quelqu'un qui n'ait jamais lu le code puisse lire les tests à la limite et comprendre ce que fait votre code. On a eu aussi des tests qui prenaient des pages et des pages et des pages, et c'était 100 000 fois les mêmes assertions répétées. Parce que ces assertions, elles avaient une signification métier pour eux, ou une signification technique. Quand c'est le cas et que vous allez tester plusieurs fois la même chose, essayez de factoriser un petit peu vos assertions, créez les vôtres, et déjà ça vous permettra d'écrire plus rapidement des tests, ils seront plus lisibles, et ça vous permettra, en cas de maintenance et de changement de contrat, d'avoir un seul point d'entrée unique, et tous vos tests seront maintenus plus rapidement. Ça, c'est un point qui est assez important. La plupart des frameworks le permettent. Bon, là, on fait les démonstrations avec du JUnit ou du FastAssert, qui est propre au monde Java. Moi, je fais du Python, mais je retrouve les mêmes principes. C'est vraiment, quels que soient les frameworks, vous aurez les outils pour ça. Donc, en plus de la lisibilité, pour pas que les tests deviennent trop lourds, aient un trop gros coût, il faut qu'ils soient faciles à écrire. Alors, c'est un peu lié avec la lisibilité, parce que souvent, ce qui est facile à écrire est facile à relire et vice-versa. Mais on va aller un petit peu plus loin. Dans la facilité d'écriture, en fait, vous allez essayer de gagner du temps, donc d'écrire les tests plus rapidement et faire en sorte de ne pas vous répéter. Donc on en parlait tout à l'heure. Là, on est typiquement dans ce cas-là. On ne veut pas se répéter. Et tout à l'heure, on a pu factoriser des assertions, mais on peut factoriser plein d'autres choses. Alors pour ça, il n'y a pas de secret. Déjà, il faut lire la documentation de votre framework des tests. Il fournit plein d'outils. Il n'y a pas que le assert true, qui est souvent d'ailleurs la plus mauvaise assertion à utiliser, parce qu'elle est très peu explicite. Mais lisez bien et regardez tous les outils que peut vous fournir votre framework de tests. Donc on peut avoir ce qui est fourni par le framework, mais on peut avoir des choses autour. On peut avoir besoin d'outils supplémentaires. Nous, on avait des tests d'export de CSV sur des gros jeux de données, et on n'avait pas envie de créer nos données à la main à chaque fois, donc on a utilisé des fixtures. Alors les fixtures, c'est très bien, ça permet de créer facilement un gros jeu de données et de pouvoir l'utiliser dans des tests. N'hésitez pas à les utiliser. Par contre, ça ne remplit pas tous les besoins. On a eu aussi besoin de factory. Donc là, le besoin, c'est plus, on veut instancier un objet, mais on ne veut pas avoir à maintenir tous nos tests à chaque fois qu'on change notre contrat d'objet, notre modèle d'objet. La factory, elle va vous permettre d'instancier votre objet dans votre test en mettant explicitement juste l'attribut dont vous avez besoin. Ce qui fait que déjà le test est plus lisible et c'est plus rapide à écrire. Au lieu d'avoir un objet avec 150 attributs à setter à la main, vous c'était juste celui qui est pertinent pour votre test. Si demain vous changez votre modèle, vous aurez juste à changer votre factory et tous vos tests sont à jour. Il y aura peut-être les tests qui utilisent l'attribut qui a changé qui échoueront, mais ça sera 3-4 tests dans une batterie de 100 tests et pas les 150 tests à corriger. Il y a aussi la factorisation du code qui est intéressante. Alors la factorisation, il faut faire attention, il ne faut pas aller trop loin non plus. Mais sur la factorisation du code, suivant les langages que vous utilisez, vous allez avoir différents outils. Nous, en Python, on a les générateurs. Donc ça permet d'avoir un bout de code qui va instancier des tests dynamiquement. Ça, c'est pas possible de le faire avec JUnit.
Alors, je ne le sais pas, mais en Python, c'est assez pratique parce que, par exemple, on a des batchs dans l'équipe data. Chaque batch a un descripteur qui est un point ini. Et au lieu de coder en dur dans nos tests, pour tel batch, je vérifie que j'ai bien le launcher et faire ça 150 fois parce qu'il y a 150 batchs, on a créé un générateur, un premier bout de code qui parcourt notre arbre, qui va chercher tous les points ini, qui les lit, et qui va instancier un test. Pour ce générateur, je vérifie que j'ai bien le fichier Python qui correspond. Donc nous, ça nous permet, dès qu'on rajoute un batch, il est automatiquement testé, au moins son descripteur. On n'a pas de test à rajouter, on n'a pas de code à rajouter, c'est très simple à maintenir, c'est très simple à relire. Si vous utilisez des langages dynamiques ou qui gèrent l'héritage multiple, vous avez les mixins, qui sont aussi une bonne pratique, qui vous permettent de mutualiser des comportements et donc d'écrire des scénarios de test, et après de pouvoir appliquer ces mêmes scénarios de test sur plusieurs conditions initiales différentes. Ou alors, plus classique, avec JUnit ou en Java, vous avez le paramétrage. Donc le paramétrage, ça vous permet de créer une classe qui va être injectée, instanciée plusieurs fois avec des paramètres différents et qui va exécuter les mêmes tests avec ces paramètres différents. Donc en JUnit, ça donne ça. Vous annotez votre classe en lui disant que vous allez lancer un test paramétré. Vous avez une méthode statique qui génère votre donnée test. Vos données test vont être injectées dans votre constructeur. Donc là, vous les affectez à des attributs pour pouvoir les retrouver plus tard. Et au lieu d'utiliser des magic numbers, du code en dur, enfin des constantes ou des nombres codés en dur, vous allez faire référence à vos attributs. Et donc là, en fait, je vais pouvoir tester tous les cas de mon noyau. C'est-à-dire que si j'ai un cas nominal positif, un cas nominal négatif, je ne vais pas coder 2 fois les tests à chaque fois pour le cas négatif, pour le cas positif. Je les fais une seule fois et je les lance avec 2 valeurs différentes. Alors, il y a un proverbe qui dit quand on a un marteau dans les mains, tout ce qui dépasse, ça ressemble à un clou, comme cette vis qu'on a essayé d'enfoncer avec un marteau, donc vous voyez le résultat. Donc, je vous parle de ça car, par exemple, chez Mappy, il y avait historiquement des tests Selenium écrits en Java qui n'ont jamais été réellement maintenus par l'équipe web. Un membre de l'équipe a introduit Casper.js il y a quelques mois, et là, par contre, il y a une adhésion beaucoup plus forte, puisqu'aujourd'hui, en quelques mois, on a 900 assertions réparties dans une 50aine de scénarios. Casper.js, je vous en parlais très rapidement, sachant qu'il y avait une session hier qui était beaucoup plus complète sur le sujet. Mais en quelques mots, Casper.js est un outil où vous allez écrire vos tests en JavaScript. Vous allez pouvoir décrire vos différentes étapes de test. Vous allez pouvoir remplir des formulaires, vérifier un ensemble d'assertions sur vos pages. Vous allez également pouvoir prendre des captures d'écran. Donc ça, c'est intéressant, notamment quand il y a un échec. Et puis, vous allez pouvoir évaluer du code JavaScript côté client pour vérifier certains points. On peut également gérer les téléchargements et on peut récupérer un ensemble d'événements, comme par exemple toutes les ressources qui sont demandées par le navigateur et toutes les réponses qui sont arrivées, et vérifier les codes de statut, enfin un ensemble de choses. Donc Casper.js n'est pas un navigateur web. Pour cela, il repose sur PhantomJS, qui est un navigateur en mode headless, c'est-à-dire sans fenêtre. Et PhantomJS utilise des briques connues, comme par exemple le moteur de rendu WebKit, ici, ou le moteur d'exécution JavaScript V8. Ces 2 briques sont utilisées dans Chrome, donc ça ressemble à un WebKit classique. Donc, je vais vous proposer une petite démo. Donc, on va avoir 2 tests Casper.js qui vont tester la même application que précédemment. Ouais, c'est bon. Alors, j'ai ici un petit répertoire qui contient mes 2 tests. Donc, le premier 01, 02 pour la démo. Et ici, je vais lancer Casper.js de cette façon-ci. Je vais mettre un peu de place, un peu trop. Ici, je lance Casper.js en mode test. Suite, en fait, c'est mon répertoire qui contient mes scénarios de test. Ici, j'inclus un fichier que j'ai écrit moi-même qui, en fait, va justement utiliser l'événement quand un test fail pour prendre une capture d'écran. Mais on peut ici rajouter un ensemble d'helpers qui vont être utilisables par la suite. Et enfin, ici, j'ai introduit une variable que je récupère dans mon test, qui est le domaine. Ici, je teste en localhost, mais c'est ce qu'on utilise chez Mappy pour lancer les tests Casper sur tous les environnements. Donc après une mise en recette, on va lancer les tests Casper en recette, en pré-prod et en prod. Donc, lançons-les. J'ai du mal, je suis parti, excusez-moi. Donc ici, les tests se lancent, on teste à peu près la même chose que ce qu'a testé les tests fitness. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, par exemple, j'ai demandé à Casper.js de me prendre une screenshot qu'on va regarder. Pas la fail. Voilà, donc ça c'est une screenshot qui a été prise par mon navigateur. Je te laisse.
Un point qui a été aussi très important, qui nous a posé problème au début sur certains tests, c'est le temps d'exécution. Donc, on avait, par exemple, avant d'être dans l'équipe data, j'étais dans l'équipe POI, mais plus développeur, et on avait des tests Maven qui prenaient énormément de temps. Le problème, c'est que quand vos tests prennent du temps, il y a deux conséquences. La première, c'est que, en tant que développeur, on va les passer moins souvent, parce que ça nous prend du temps, et deux, le temps qui passe, vous pouvez rien faire d'autre. Vous pouvez commencer à coder d'autres choses, avancer sur d'autres stories, mais si vous modifiez le code pendant que vos tests passent, vous n'êtes pas sûr que vous testez exactement ce que vous voulez. Donc ça a été très important d'améliorer la rapidité d'exécution. Alors, une des premières choses qu'on a eues, c'était des tests qui se bloquaient parce qu'ils appelaient des services externes qui ne répondaient pas ou parce qu'il y avait une ressource qui frisait. Pour éviter que ça vous prenne trop de temps à l'exécution, que ce soit sur votre poste ou sur un serveur d'intégration continue, on a mis en place de l'exécution conditionnelle ou de l'exécution arrêtée. Donc le timeout, ça permet, quand vous avez une batterie de 150 tests, vous savez qu'il y en a un qui peut de temps en temps ne pas passer parce qu'il dépend d'un service distant, d'un service ou d'une ressource qui n'est pas forcément très très stable. Mettez un timeout dessus, le test ne va pas se bloquer, vous pouvez partir aller manger, laisser les tests tourner pendant 1 heure et revenir. Bon, si c'est pas passé, il n'y aura que celui-là qui aura échoué. Mais s'il se bloque et que vous n'avez pas d'annotation timeout, vous êtes reparti pour 1 heure d'attente parce que ça s'est bloqué et qu'il s'est bloqué sur stat et il n'a pas été plus loin. Une deuxième chose qu'on a mis en place, ça c'est pas seulement pour gagner du temps, mais c'est aussi pour pouvoir passer les tests sur plusieurs plateformes, c'est la vérification de ressources. Donc par exemple, là cet exemple utilise le assume de JUnit, et on a une méthode qui nous renvoie true si on peut écrire l'environnement, et le test ne passera que si on peut écrire l'environnement. Ça nous permet de lancer la même batterie de tests sur nos plateformes de production, et de valider après déploiement que l'application fonctionne. Mais quand on fait ça, du coup, on est sûr qu'on ne va pas écrire la plateforme parce qu'on a protégé tous les tests qui pouvaient perturber les données de production ou l'applicatif de production. Une autre chose sur le temps d'exécution, c'est l'empreinte. L'empreinte mémoire et l'empreinte CPU. C'est important quand vous faites des tests de faire en sorte d'avoir les tests avec l'empreinte la plus petite possible. Plus votre test est gros en termes d'empreinte, plus il prendra du temps à exécuter et moins vous pourrez faire de choses à côté s'il y en a plusieurs en plus. Donc, une des choses c'est aussi de la factorisation qu'on a faite, c'est d'utiliser des before class et after class plutôt que des before et after, sur les fixtures notamment. Quand vous avez des tests en read-only, vous n'allez pas écrire, plutôt que d'utiliser le before et after qui vont charger vos données, exécuter les tests, décharger les données, et ainsi de suite sur toute votre classe, faites-le une seule fois en début de classe avec le before class, et déchargez-les une seule fois en fin de classe. Sachant qu'en plus on sait que les données en base, c'est souvent le goulot d'étranglement, et c'est souvent là qu'on perd du temps, beaucoup de temps. Toujours dans la lignée de ne pas tout charger, faites attention à l'injection de dépendance. Évitez de tester une application Juice ou Spring et de charger toute votre stack à chaque fois. Donc là, je ne l'ai pas vu chez Mappy, mais je l'ai vu dans d'autres boîtes où chaque méthode de test, charger le conteneur Spring, charger toute la stack, exécuter une méthode, décharger et ainsi de suite. Alors ça, je vous laisse imaginer, c'est extrêmement coûteux. La batterie de test, elle est très très longue. Et puis c'est surtout que c'est plus des tests unitaires. Vous faites plus ou moins des tests d'intégration. Donc pensez à utiliser des mocks et des stubs quand vous pouvez. Pensez à utiliser des fixtures, des factories pour vos données. Mais faites très attention à l'injection de dépendance. Le plus possible, testez sans. Si vous pouvez, instanciez vos objets et injectez-les vous-même. Mais n'utilisez pas l'injection de dépendance dans vos tests. Alors un autre axe pour améliorer vos temps d'exécution, c'est la parallélisation. Donc depuis Maven 3, vous avez un argument -t qui permet de lancer la construction de vos modules en parallèle. Donc ça implique bien sûr que vos modules ne soient pas dépendants les uns des autres. Donc c'est également un axe d'amélioration. Si vous utilisez un autre système, vous pouvez également utiliser la parallélisation avec par exemple la commande GNU parallèle qui s'utilise de la façon suivante. Donc toujours sur mes tests Casper, ici je liste mes répertoires, j'utilise l'opérateur pipe, je distribue mes tests via parallèle à Casper.js et ici en fait mes accolades seront remplacés pour chacun des tests. Donc chez Mappy par exemple, on est passé de 20 minutes d'exécution de test Casper à moins de 5 minutes avec ça. Enfin, si votre usine logicielle est très longue, vous pouvez également travailler là-dessus. J'ai assisté à cette présentation à la FOSDEM en début d'année, Scale Your Jenkins Pipeline. Eux, ils avaient beaucoup de tests Selenium, plus de 400. Le build prenait plus de 4 heures à être exécuté. Et pour travailler là-dessus, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils démarraient 10 instances sur Amazon EC2 de Jenkins Esclave.
GitLab. Ils avaient un Jenkins master chez eux qui lotissait les différents tests pour avoir des groupes de tests homogènes en termes de temps. Ils les envoyaient dans le cloud, ils récupéraient les résultats. Donc avec ça, ils sont passés de 4 heures de build à moins de 20 minutes. Donc c'est un peu extrême, mais on peut y arriver également. Un autre point également, donc là c'est sur les tests fonctionnels, ici c'est du Selenium 2. Là par exemple, je cherche un champ de recherche, je tape Devox et j'envoie le formulaire. Après j'ai une requête Ajax, donc je peux me dire, bon, j'attends une seconde et je laisse passer. Donc déjà, si jamais la requête prend plus d'une seconde à être passée, le test va failer pour une mauvaise raison. Et j'ai envie de dire pire que ça, si jamais la requête est très rapide, de toute façon, vous allez toujours attendre une seconde. Donc ça va complètement à l'encontre de rendre votre build rapide. Donc la bonne façon de faire, bien sûr, c'est d'utiliser des attentes ou des waits, où ici, je vais par exemple vérifier que mon tableau de résultats apparaisse. Ici, notez que j'ai un timeout, ce qui fait qu'au bout de 10 secondes maximum, en fait, le test va quand même échouer. Alors le prochain point, donc là on a parlé de rapidité d'exécution. Un point important également est l'analyse, notamment des traces de vos tests. Donc dans le cas où tout se passe bien, toutes ces traces en fait peuvent être exploitées par d'autres services, comme Xavier l'a indiqué en début de présentation. Vous allez pouvoir les fournir par exemple à la cellule assurance qualité logicielle, qui permet de voir qu'est-ce que le produit fait ou quel test on ne couvre pas. Et quand vos tests échouent, ce qui est le cas où on est confronté tous les jours, l'idée ici c'est d'avoir toutes les billes pour être sur la voie le plus vite possible. Donc par exemple, ça implique également de bien découper vos tests, d'avoir un besoin par test. Ici j'ai un test qui fait beaucoup de choses, il vaut mieux que je découpe en un premier test qui prépare le café, un deuxième qui nettoie la cuisine. Donc là c'était du découpage en termes de besoins, mais ça va également rejoindre de découper l'exécution. Donc quand vous travaillez, je vous incite à lancer uniquement la méthode que vous testez. Donc sous Maven, vous avez cette syntaxe-là avec le test et la méthode. Une fois que le test passe, vous le testez au niveau de la classe, puis ensuite au niveau du projet. Alors bien sûr, il y a des outils qui fluidifient un peu tout ça. C'est le cas notamment d'Infinitest, qui va prioriser les tests impactés par vos modifications et les lancer dans le bon ordre, dans le but d'avoir le feedback le plus rapide possible. Un point également, c'est, Axel en a parlé auparavant, assert true, toutes les assertions au final vont être un booléen, true, false. Donc on pourrait tenter d'utiliser des assertions simples comme l'assert true. Malheureusement, quand le test échoue, en fait, vous avez une erreur qui n'est pas du tout claire. Si vous utilisez ici avec FastAssert, par exemple, de meilleures assertions, assert that, une chaîne de caractères contains une autre, et bien ici, vous avez directement un message qui va vous mettre plus vite sur la voie. De la même façon, presque tous les frameworks de test vous autorisent à rajouter une chaîne de caractères comme troisième paramètre. Donc ici, par exemple, je teste un code de statut HTTP, donc c'est un 301, donc j'ai une erreur. Par contre, ça va pas trop m'aiguiller sur qu'est-ce qui s'est passé. Donc si maintenant, dans l'assertion, je rajoute un message d'erreur, ici, j'ai une info complémentaire qui peut me mettre sur la voie plus rapidement. Ok. Une fois que vous avez tous vos tests, il faut continuer à les faire vivre, il faut les améliorer au même titre que votre produit et votre code. Donc ça passe par, bien sûr, la détection en continu. On a un peu parlé, c'est une des dernières étapes de ce à quoi servent les tests. Chez nous, on avait des problèmes dans la donnée. On a toujours des problèmes dans la donnée parce qu'on intégrait plein de données. Et forcément, on avait parfois des bugs dans la façon dont on intégrait les données. Du coup, on a mis en place un watchdog, donc un petit chien qui va aller vérifier que toute notre donnée fonctionne bien. Donc ça, c'est un peu un truc du pauvre, en se disant qu'on a fait des erreurs dans le passé, mais ça nous a permis après d'améliorer notre donnée. Et dès qu'on trouve des bugs sur notre donnée, on va améliorer notre code pour éviter que ça se reproduise. L'objectif étant qu'au final, ce watchdog ne serve plus à rien. On va aussi détecter les environnements de prod. N'hésitez pas à passer vos tests en prod, à passer vos tests surtout sur les temps de réponse. Ça, en général, les équipes infra le font, mais n'hésitez pas à vous approprier ces tests-là pour qu'ils soient plus fonctionnels et à les passer sur vos environnements de prod. Les tests doivent évoluer. Visez pas le 100% de couverture de code. Il y a des outils qui vous permettent de savoir si vous testez bien votre code. Pour moi, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Comme on l'a vu plus haut, parfois les développeurs disent on a 99% de couverture de code et là le métier dit bah oui mais le produit fait pas ce que je veux. Donc pensez plutôt à la couverture fonctionnelle de votre code. Ça passe, comme on l'a dit, par la communication. Et pour nous, pour mon équipe par exemple, de services, la première chose qu'on s'est posé comme question, c'est quels services sont utilisés par nos clients web, mobile, etc. Et c'est ceux-là sur lesquels on va être sûr qu'on répond bien.
La notion de cycle vertueux, un bug égale un nouveau test, toujours. Un nouveau test ou une modification d'un test, si jamais il y a eu une erreur dedans, voire ce qui devient en fait une nouvelle spec de votre produit. Et n'hésitez pas aussi à détecter les comportements de vos utilisateurs pour enrichir les tests. On utilise, chez Mappy, il y a un champ de recherche libre. Les utilisateurs, ils ont tendance à taper des choses qu'on n'avait pas prévues. Donc on va chercher dans les logs, on récupère toutes les requêtes utilisateurs et on les confronte à notre produit dans des tests en continu. Ça nous permet de détecter des problèmes. Alors, toujours dans la notion d'amélioration, mais plus sur l'applicatif ce coup-ci. En tant que développeur, vous allez souvent être confronté au refactoring. Je vais distinguer deux types de refactoring. Le refactoring à périmètre fonctionnel constant, c'est-à-dire vous ne changez pas une fonctionnalité, mais vous avez besoin de plus de performance, vous avez besoin de faire les choses de façon plus efficace. Là, si vous êtes couvert en test, ça va vous permettre de faire ça de façon sereine. Nous, on a eu des cas, on a eu des outils, on a fait des refactoring sans couverture de test, mais il fallait qu'on le fasse parce que c'était un besoin. On sait jamais à la fin, on n'a jamais su à la fin si on couvrait, si on était OK. On est obligé plus ou moins d'envoyer l'application en prod et d'attendre, de prier pour qu'il ne se passe rien et que ça fonctionne. L'avantage d'avoir des tests dans le refactoring, c'est là que vous allez voir le retour sur investissement. C'est que tant que tous vos tests ne repassent pas, vous n'avez pas fini votre refactoring, il va falloir continuer. Et le deuxième type de refactoring, c'est le changement fonctionnel. C'est-à-dire j'ai une brique, techniquement à l'architecture, je ne vais pas la toucher. Par contre, je vais changer légèrement ce qu'elle fait. Là, nous, ce qu'on faisait, c'est plutôt changer en amont le test pour se donner notre cible. C'est-à-dire que tant que ça ne repasse pas au vert, c'est pareil, on continue, il faut que tout repasse au vert. Dès qu'on fait les deux en même temps, en général, les tests ne servent plus à rien, c'est un peu casse-gueule, je vous le déconseille. Vaut mieux, si vous devez faire un changement et fonctionnel et technique, faire d'abord fonctionnel puis technique ou vice-versa, mais pas les deux en même temps parce que vous allez perdre tout l'intérêt de vos tests. Et en plus de ça, vous allez souvent mélanger des problématiques architecturales et fonctionnelles. Et alors ça, c'est vraiment le plus, il faut avoir le temps de le faire. C'est que souvent on a un bug, on va juste le corriger et c'est bon, c'est corrigé, on ne va pas plus loin. Sauf que souvent c'est très intéressant de savoir comment il a été introduit ce bug, à quel moment, est-ce que c'est un effet de bord qu'on n'a pas mesuré et souvent ça retourne des informations qui sont intéressantes. On peut parler par exemple de la problématique performance. Entre deux releases, vous avez une baisse de performance, ça va être très très dur d'aller chercher à quel moment ça a été cette régression elle a été introduite. Par contre, ça va être très intéressant de savoir ce qui a introduit cette régression. Une régression de performance, souvent, c'est un mauvais design pattern, un composant qui est un peu bancal. Donc, ça peut être très intéressant de savoir à quel moment on l'a introduit. Donc, pour ça, moi, j'utilise Git Bisect. J'ai toujours voulu faire une démo de Git Bisect, donc aujourd'hui, c'est l'occasion. Et donc, je vais vous montrer comment aller chercher un bug introduit avec Git Bisect. Donc, on va se mettre sur une branche qu'on a créée pour l'occasion. C'est dans l'autre sens. Donc, vous allez voir que sur cette branche, en fait, on a des commits qui ne font rien, on change juste des lettres dedans, et on a un commit fautif, c'est celui-là qu'on va aller chercher. Voilà, c'est pour l'exemple, en pratique, vous allez avoir plein de commits qui font plein de choses, et il n'y aura pas marqué faulty commit sur le commit que vous allez aller chercher. Donc on va dire à Git, ok, je vais faire une bisection entre ma branche demo bisect et le master. Donc, là, il me dit qu'il va faire à peu près 3 étapes pour déterminer quel est le mauvais commit. Et maintenant, en fait, j'ai un script bisect.sh qui va me lancer un script Casper.js que j'ai rajouté, et j'ai juste un script Casper.js qui va vérifier que j'ai un bouton OK, que j'ai le bouton qui contient bien OK. Le bug qui a été introduit. Normalement, le bug qui a été introduit, c'est que le bouton marque KO. Là, c'est pas le cas. Donc, je pense qu'il va rien trouver. Mais c'est l'effet démo.
Normalement, vous lui dites « exécute mon script bisect.sh à chaque itération ». Donc lui, il va faire des check-out à chaque fois. On a un serveur qui n'est pas très stable, donc en fait, on avait prévu le coup, on a un petit screencast pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, dans vidéo, démo bisect. Donc là, on a un bouton qui était OK avant, qui maintenant indique KO. On a nos deux scripts, donc un launcher qui va appeler Casper.js avec juste le test qu'on a rajouté. On a un cas de test qui vérifie que le contenu du bouton est bien OK et pas KO, puisque c'est ça le bug qu'on va aller chercher. Et on va lancer bisect sur l'ensemble de notre branche. Voilà. Donc on va aller chercher ce commit. Savoir fait toute la petite présentation que je vous ai faite avant. Intérêt de tester les démos. Pourtant, on a testé la démo. Hein. C'est effectivement... L'avantage de cette commande, en fait, c'est qu'elle va vous montrer vraiment Déjà, vous pourrez voir le parcours qu'elle a fait, donc la bisection. Ça vous permet de dire... Donc là, elle trouve le commit fautif. Là, elle va afficher, on voit le diff, donc on voit ce qui a changé. Ça va vous permettre aussi de voir le parcours, pour quand même avoir un petit regard critique. C'est-à-dire que votre bisection, si vous vous rendez compte qu'elle n'est pas passée par le bon chemin parce que vous avez fait des merges, des choses un petit peu bizarres avec vos branches, n'ayez pas non plus 100% confiance en ça, c'est un indicateur. Et donc, cet outil va vous permettre après d'essayer de vous améliorer sur certains points. Donc, si je reprends le problème de la perte de performance, si vous avez identifié ce qui vous a fait régresser en termes de performance, vous allez essayer de ne plus le faire, ou au moins de le détecter. Donc, on va retourner sur notre petite présentation. Donc, pour conclure, parce qu'on n'a que 45 minutes, ce qu'on voulait montrer, c'est que les tests, au final, vous allez utiliser plus ou moins les mêmes design patterns que sur du code applicatif. Ça demande plus ou moins la même qualité. Vous allez à peu près investir entre 1 tiers et 50% de votre temps sur les tests pour au final gagner bien plus sur le long terme en termes de gains. Ça va vous permettre de faire des opérations risquées sur votre code ou sur votre applicatif fonctionnellement de façon plus sereine. Donc, investissez dans les tests en temps, en métriques, rentabilisez vos outils. Les tests, ce n'est pas juste pour le développeur, ça peut être pour le fonctionnel, ça peut être pour valider une mise en production, ça peut servir à plein de choses pour détecter des nouveaux bugs, pour détecter l'origine d'un bug. Communiquez sur vos tests, ça va permettre à tout le monde de se les approprier. Ça va aussi permettre, d'un point de vue politique, de faire plus facilement passer de la dette technique, du refactoring des tâches techniques à des personnes qui ne comprennent pas ce que ça apporte. Les tests, c'est une approche qui simplifie ça aussi. Donc c'est un bon moyen de communication. Donc discutez-en aussi à l'intérieur de votre équipe. Ne faites pas chacun vos tests dans vos coins, choisissez une stratégie, mais n'en faites pas trop. C'est-à-dire que ne couvrez pas à 100%, essayez d'aller à l'essentiel. Il faut que vos tests soient rentables. Vous avez la même notion de rentabilité sur les tests que sur le code. Et c'est ce qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Merci. Oui. Tu vas faire le passeur de micro. En fait, j'ai déjà utilisé JBehave, qui est une alternative à Fitness pour Java, et j'ai trouvé que c'était un peu plus compliqué que les tests unitaires, vu que on devait faire du pseudocode derrière aussi pour comprendre on va dire ce qui est écrit par le business analyst. Donc après tout, ça reste aussi un effort en plus que de faire les tests unitaires, et donc c'est un investissement. Est-ce que c'est forcément rentable ou pas? Je réponds. D'accord. Ce que tu dis, c'est que... Ah ouais, pardon. Ce qu'il dit, c'est que avec JBehave, qui est apparemment un peu comme Fitness, qui permet au métier d'écrire ses propres tests,
En fait, c'est pas magique. Il y a derrière une couche technique sur Fitness, ça s'appelle la fixture, qui permet de traduire le langage français, on va dire, en code du produit. Donc il y a une sorte de couche pour Fitness, c'est en Java, à coder pour que Fitness sache quoi faire du produit. Quand on lui dit lancer la page localhost machin, il sait qu'il doit faire un open machin. Donc ce qu'il dit, c'est que c'est plus compliqué que d'écrire son test unitaire. Parce que d'une part, le métier va écrire son test en français, et après, il faut comprendre son test pour le traduire dans une fixture, pour ensuite l'associer au produit. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que c'est plus compliqué parce que ça t'oblige à comprendre ce que veut le métier. Et le truc, c'est que si tu sais pas comment ton produit répond à ce que veut ton métier, le problème, il est dans ton produit, il va pas être dans l'outil que tu utilises, pour moi. Donc le test unitaire, comme je disais, c'est super simple effectivement parce que c'est le développeur qui l'écrit dans son coin et il sait que quand c'est vert, ça marche, il est content de lui. Maintenant, ça apporte quand même de la valeur d'aller voir jusqu'au métier pour que lui te dise oui, mais c'est ça que je voulais. C'est pas ton test unitaire qui est super cool mais qui fait pas ce que je veux. Donc c'est un coup. On dit que time's up. Je suis désolé, si vous voulez, on peut répondre aux questions après pendant le repas. Merci beaucoup d'être venu et bonne soirée.